transition numérique et transition énergétique sont-elles conciliables? Et oui, la transition numérique, ce n'est pas simple, je suis bien d'accord, et je vais profiter de la présentation immédiate de Quentin Guéquière, qui est à ma droite sur mon Zoom, et donc qui représente l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Il a co-rédigé un livre blanc qui porte 50 mesures pour une consommation et une production durable. Il se présentera dans quelques minutes. Quentin, bonjour, on lève la main. Bonjour. Merci Quentin. À côté, Maxime Efouik, qui est donc un jeune chef de projet du think tank The Shift Project, bien connu, avec de nombreuses interventions. Il est co-rédacteur d'un très beau rapport, le Lean ICT pour une sobriété numérique, qui nous parlera donc de cette problématique de sobriété numérique et nous présentera son think tank. Maxime, bonjour. Maxime nous entend, c'est parfait. Tu n'as pas ton micro actif, mais on t'entend quand même. Il ne faudra pas oublier d'activer ton micro tout à l'heure. Ensuite, Ibrahima Diagne, qui est à gauche. Bonjour Ibrahima, à gauche pour moi, bien entendu. Vous êtes membre du Conseil national du numérique du Sénégal. Vous êtes également membre du Conseil pédagogique de l'Université virtuelle du Sénégal et directeur du GIE Guindé 2000. Et évidemment, vous nous expliquerez dans quelques minutes en quoi consistent ces différentes associations et sociétés et comment la transition numérique et la transition énergétique sont conciliables au Sénégal et plus largement en Afrique. Enfin, Martin Dubourg, qui est donc en haut, vous êtes polytechnicien et vous êtes ingénieur des ponts et chaussées. Vous mettez actuellement en place une interconnexion électrique sous-marine et souterraine entre la France et l'Angleterre. Vous nous en parlerez. Vous êtes également très attaché à la sensibilisation des personnes sur les enjeux climatiques et vous nous direz dans quelques minutes comment il est possible finalement de sensibiliser les entreprises et les individus aux enjeux des grandes transitions en cours. C'est un vaste sujet que l'on développera. Alors, cette table ronde, son objectif, évidemment, c'est de prendre conscience qu'aujourd'hui, on est dans une phase quand même importante sur laquelle il faut qu'on fasse des choix de société et des choix individuels dans le sens de ces choix de société. Pourquoi? Parce que les transitions que l'on voit et que l'on vit au quotidien amènent de grands bouleversements et les choix doivent être faits pour savoir dans quel sens on souhaite aller. Est-ce qu'on souhaite aller vers la consommation qui va continuer à se développer avec nos usages numériques et est-ce qu'il n'y a pas moyen de gérer ça d'une façon plus sobre? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des moyens d'améliorer en fait la transition énergétique via cette transition numérique? Donc toutes ces questions en fait sur le respect finalement des ressources et des hommes se posent aujourd'hui, alors qu'à côté on voit bien qu'il y a un développement assez énergivore d'un certain nombre de technologies, je pense à la 5G, on en parlera tout à l'heure, ou à d'autres technologies, qui poussent encore plus loin à la transition numérique et nous donnent de plus en plus de facilité, mais finalement, ne faut-il pas quelque part réfléchir à la manière dont on souhaite mettre en place notre vie de demain, tout en profitant de nos savoirs, de nos expertises et de nos technologies. Alors, je vais commencer par Quentin. Quentin, vous êtes bénévole dans cette association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques minutes cette association, son rôle, ses objectifs et ses moyens pour aider à la transition numérique et comment est-ce que finalement vous imaginez de pouvoir nous aider à les uns les autres ou nous expliquer comment on doit finalement gérer l'obsolescence programmée? Très bien, merci beaucoup pour cette conférence et nous permettre de prendre la parole. Donc HOP est une association qui vise à fédérer les citoyens pour pousser les entreprises et les institutions à aller vers des produits plus durables et réparables. On a été créé en 2015 à la suite de la promulgation d'une loi qui a fait de la France le premier pays à faire de l'obsolescence programmée un délit. L'obsolescence programmée, très rapidement pour les non-aficionados, c'est les stratégies des fabricants qui visent à abaisser la durée de vie des produits pour vous pousser à en racheter de nouveau. Donc ce délit a été créé en 2015, c'est la première fois dans le monde que l'obsolescence programmée est devenue un délit. C'est pourquoi on a décidé du coup de créer cette association pour faire vivre et de garder un peu ce leadership et de développer une véritable expertise sur la durabilité des produits. C'est pour ça que ce qu'on fait également, c'est de la sensibilisation à la durabilité, sur les impacts sociaux, économiques et environnementaux de l'obsolescence programmée, mais également de l'accompagnement au niveau des entreprises à travers un club qui s'appelle le Club de la durabilité, composé d'entreprises qui veulent changer de modèle économique ou qui veulent pousser juste d'autres entreprises à revoir leur modèle pour aller vers des produits plus durables. Et enfin, évidemment, le lobbying, donc le plaidoyer national et européen dont je m'occupe particulièrement, qui vise justement à
proposer aux institutions, à convaincre les institutions, le législateur, aussi bien au niveau national qu'européen, à aller vers des produits plus durables et donc à mettre en place des normes, dont on va parler tout à l'heure, pour justement aller vers ces produits plus durables et réparables. Merci beaucoup, Quentin. C'est très important et on voit que vous êtes vraiment actif et c'est vraiment important pour nous d'avoir des experts actifs et dans l'action, pas uniquement dans le discours. Et c'est bien là pour la raison pour laquelle HOP nous a semblé vraiment être une association à mettre en avant aujourd'hui pour nous faire part de la manière dont on va pouvoir gérer davantage cette problématique d'obsolescence programmée dont on reparlera tout à l'heure. Maxime Mépouillès, vous êtes membre donc, du Shift Project et vous travaillez avec Jean-Marc Jancovici, qu'on voit beaucoup sur les réseaux, beaucoup d'informations très techniques souvent par le Shift Project. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le Shift Project, quels sont ses objectifs et quels sont les moyens que vous vous donnez pour aider à contribuer à la transition énergétique dans une approche justement mieux maîtrisée, sachant que vous êtes aussi sur cette compréhension des problématiques de transition climatique et énergétique et que, évidemment, tout ça semble très lié. Oui, merci Christian. Alors, le Shift, donc c'est le nom du think tank, c'est le Shift Project. Son petit nom que je vais utiliser par réflexe, c'est le Shift. Le Shift a été créé du coup il y a 10 ans par Jean-Marc Jancovici avec pour objectif en fait d'éclairer et d'influencer la transition vers une économie décarbonée. L'idée part d'un constat, hein, c'est tout simplement qu'aujourd'hui le débat en fait sur la transition énergétique et carbone, il est alors en plus depuis quelques années très fourni, mais très fourni en idées et assez peu en chiffres. C'est-à-dire qu'on débat beaucoup des options A, B, C et D pour savoir ce qu'on fait, mais personne n'a pris la peine de croiser 2-3 chiffres, ou très peu de gens plutôt ont pris la peine de croiser 2-3 chiffres pour savoir si les options B et C, elles sont vraiment utiles. Et donc c'est ce qu'essaie de faire le Shift. On essaie de s'appuyer sur une démarche qui est scientifique. On travaille avec des universitaires, on travaille avec une méthodologie qui est transparente, donc l'intégralité de ce que je vais vous dire aujourd'hui, hein, c'est disponible dans nos rapports, on publie nos tableurs de calcul. L'idée, c'est de fournir de la matière intellectuelle, en fait, qui soit le mieux faite possible, tout simplement pour capitaliser sur quelque chose qu'on a inventé il y a quelques siècles, quelques millénaires, qui s'appelle la science, et qui permet de mobiliser l'intelligence collective. Et donc, dans cette même idée, en se basant sur une méthodologie qui est le plus académique possible, on va chercher les acteurs des différents secteurs, parce qu'on n'est pas expert des secteurs. On s'est intéressé, par exemple, au numérique il y a 3 ans. On n'est pas expert du numérique. Par contre, on est expert de la transition. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aller chercher les gens qui travaillent dans les différentes sphères hein, de ces domaines et de leur dire, bon, est-ce que ça, c'est déconnant ou est-ce que c'est une bonne idée? Voilà. Et donc, on publie des rapports qui permettent d'alimenter le débat public. Et ensuite, on va aussi essayer d'alimenter le débat public dans les différentes sphères décisionnelles, hein, qu'elles soient privées, publiques, que ce soit des sphères de décision économiques ou des sphères de décision politique. Et donc voilà, c'est ça la mission qu'on se donne. Et donc entre autres, un des sujets qu'on a creusé, c'est celui de l'interaction entre la transition numérique et la transition énergétique et carbone. Merci beaucoup Maxime. Oui, en effet, c'est très intéressant de travailler avec le Shift Project, puisqu'en fait, tout ce que vous publiez est très factuel, repose vraiment sur de la donnée analysée, expliquée. Et donc, je pense qu'en effet, cet apport est très important puisqu'il repose vraiment sur des faits, des constats. Et donc, vous faites beaucoup progresser le débat dans ce sens-là puisque vous avez une légitimité par les chiffres dans vos discours. Ibrahima, bonjour. Donc, vous êtes un pionnier du développement du numérique au Sénégal. C'est vraiment important. Vous avez mis en place Orbus qui est un guichet unique virtuel depuis déjà un certain nombre d'années, puisque vous avez créé en fait toute une dynamique autour d'un GIE qui s'appelle Guindé 2000, il y a déjà plus de 18 ans. Et est-ce que vous pourriez nous présenter d'abord ce GIE, quel est son rôle, quels sont ses objectifs, comment vous inscrivez en fait dans cette dynamique finalement de la transition numérique au Sénégal et plus largement en Afrique? Merci beaucoup, Christian. Oui, en effet, Guindé 2000, c'est en fait la continuité d'un engagement du Sénégal dans le digital depuis 1995, où la logique d'utiliser l'Internet qui venait de naître et puis l'informatique qui se démocratisait, on quittait un peu les grands systèmes pour aller vers des systèmes plus simples. Et donc, le pari a été pris par le Sénégal de dématérialiser toute la chaîne des opérations d'import-export pour permettre aux formalités d'être faites de façon digitale. Donc, c'est la principale activité de Guindé 2000, mais par extension, nous avons touché à pas mal de sujets comme
la signature électronique, comme d'autres secteurs que le commerce à l'intérieur du Sénégal, mais également dans d'autres pays africains. Donc, c'est vrai que j'ai un grand plaisir d'être aujourd'hui dans ce panel parce que moi, j'aurai un ancrage digital et un regard sur l'écologie. Et je pense que ça donnera de l'intérêt aux discussions parce que, voilà, on sera toujours dans deux urgences. Il y a une urgence de transition digitale, il y a une urgence de transition écologique. Mais à mon avis, c'est des dynamiques inversées. L'urgence de la transition écologique est dictée par d'abord des réalités scientifiques, des preuves scientifiques, mais aussi un impératif de survie pour l'humanité. Alors que l'urgence de la transformation digitale est dictée par des intérêts économiques, donc une certaine forme de performance, et la finalité ne peut être pas aussi la même que lorsqu'on parle d'urgence digitale. Mais j'aurai l'occasion de développer, bien entendu, à travers ce panel, cette considération. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Petit écho. Parfait. Martin Dubourg. Donc, Martin, vous êtes actuellement en charge d'un important projet d'interconnexion électrique entre la France et l'Angleterre d'une capacité de 2000 MW. Vous allez nous expliquer un petit peu plus en avant quel est ce projet et surtout quels sont les enjeux et quel est l'intérêt de ce projet aussi dans notre transition numérique et énergétique, avant évidemment de passer à vos passions qui sont très différentes puisqu'elles sont liées à l'enseignement, à porter la bonne parole vers les générations futures, et on parlera de ça un peu plus tard avec les fresques. Merci Christian. Je me permets de partager mon écran juste pour vous donner un petit visuel. Voilà. Moi, je suis dans la transition énergétique. Le projet Aquin, c'est une interconnexion électrique en courant continu haute tension de 2 gigawatts entre la France et le Royaume-Uni. Alors 2 gigawatts, c'est l'alimentation électrique de 3 à 5 millions de personnes, et 2 gigawatts, c'est la production à peu près de 2 réacteurs nucléaires. Ça veut dire que on peut brancher 2 réacteurs nucléaires d'un côté et récupérer l'électricité de l'autre, que ce soit en France ou en Angleterre. Alors le projet Aquin, dans les faits, c'est 2 paires de câbles d'une quinzaine de centimètres, ensouillés et enterrés à 1,50 m de profond sur une longueur de 240 km, et puis 2 postes de conversion, puisque sur les longues distances, on fait transiter le courant en courant continu, parce qu'il y a moins de perte de charge, et du coup, de part et d'autre, il faut des postes de conversion pour retransformer le courant continu en courant alternatif et se brancher au réseau. Cette interconnexion sur laquelle je travaille va venir compléter une interconnexion qui est déjà en service et 2 qui sont en cours de construction. Les enjeux d'une interconnexion, finalement, ça se décompose en 3. La première partie, le premier enjeu, c'est sécuriser les réseaux électriques nationaux. Tout comme EDF a interconnecté les réseaux régionaux au XXe siècle, l'Europe a pour ambition d'interconnecter les réseaux européens pour sécuriser et permettre la coopération énergétique entre les pays. Le deuxième enjeu, c'est favoriser la transition énergétique. Les interconnexions sont, au niveau national sont des outils indispensables à cette transition énergétique, en élargissant l'assiette entre les sources de production et sources de consommation d'énergie, notamment avec l'augmentation des sources d'énergie intermittentes pour diminuer le risque d'écart entre production et consommation. Par exemple, en cas de grosse tempête en mer du Nord, où les éoliennes anglaises vont tourner à fond, au-delà des besoins de consommation, on est très content de pouvoir utiliser cette électricité pour activer le chauffage électrique en Bretagne. De la même manière, en période creuse sans vent, l'Angleterre est très content de pouvoir bénéficier de la production nucléaire française. Donc, ça marche dans les deux sens et ça favorise la transition énergétique. Le troisième enjeu des interconnexions, c'est favoriser la concurrence pour le consommateur, puisque une interconnexion, ça devient un fournisseur supplémentaire en France pour vendre de l'électricité et un fournisseur supplémentaire en Angleterre. Ça dépend dans quel sens ça marche. Le projet est en cours de validation. On espère démarrer les travaux fin 2021, début 2022 pour mettre en service à l'horizon 2024 pour 25 à 40 ans. Alors voilà pour le projet Aquin qui est mon activité principale. Et à mes heures perdues, je suis consultant et acteur engagé dans la sensibilisation aux enjeux climatiques avec
j'en parlerai plus tard, mais des actions de sensibilisation avec notamment la fresque du climat et la fresque du numérique. Et je suis aussi conférencier bénévole pour The Shift Project, l'association à laquelle appartient Maxime, pour porter la bonne parole. Voilà. Ton micro est fermé, Christian. Donc, merci, excusez-moi, j'ai le temps de remettre mon micro en route. Merci beaucoup pour ces explications. On va essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet. On va commencer par Ibrahima. Ibrahima, donc, vous êtes en particulier membre du conseil pédagogique de l'Université virtuelle du Sénégal. Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, un des axes principaux pour que les choses changent, c'est la transmission, c'est la communication, la sensibilisation, la responsabilisation. Et pour ça, ça passe par l'enseignement, par l'information et par, en effet, les fresques dont on parlera tout à l'heure. En particulier, Ibrahima, donc, vous êtes dans ce conseil pédagogique de l'université virtuelle. Est-ce que c'est, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cette université virtuelle? Et en fait, quels sont ses objectifs? Et en particulier, je me demande si vous utilisez déjà des outils tels que les fresques dont on parlera tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Oui, merci Christian pour cette question. L'Université virtuelle du Sénégal a maintenant bientôt plus de 5 ans. Elle a été créée pour absorber le nombre de bacheliers qui dépassaient les capacités universitaires des 5 ou 6 universités qui existent au Sénégal. Donc, il y avait du sureffectif et donc pour réguler cela, l'université virtuelle s'est positionnée comme une institution de formation universitaire avec exactement les mêmes normes de formation, mais qui donne des cours à travers des outils virtuels et qui a innové également en mettant en place ce qu'ils appellent des espaces économiques, des espaces numériques ouverts, donc qui sont des petites unités disséminées à travers le pays. Il y en a 49 sur chaque département et qui permettent à ces étudiants quand même d'avoir un contact pour ne pas être 100% virtualisé. La question est importante parce que la place de la question de la transition écologique dans les sociétés africaines n'est peut-être pas la même que ce que j'observe dans les économies avancées. Pourquoi? Et on l'a vu d'ailleurs, même dans les économies avancées, le début du vocabulaire, c'était la protection de la nature. Dans les années 80, c'est ce dont on parlait. Donc, on pensait que l'homme avait un devoir envers la nature. Et puis, ça a évolué, on a parlé d'environnement, donc on a pensé qu'il fallait, l'homme faisait partie de ce processus-là. Et puis là, on parle de développement durable, donc maintenant, c'est un enjeu vital. Est-ce que l'homme survivra? Et tout cela a évolué en fonction de la maturité économique, j'allais dire, des sociétés qui ont des économies développées. Que se passe-t-il dans les sociétés où les économies ne sont pas encore développées, où le premier enjeu de la survie n'est pas la question sanitaire, c'est la question même de pouvoir vivre le lendemain avec des revenus qui n'existent ou qui n'existent pas. Et donc, la question écologique aujourd'hui, c'est une question que traitent les élites. C'est les pouvoirs publics qui en parlent, mais l'homme de la rue, aujourd'hui, n'est pas interpellé par la question de l'économie de la durabilité. Il est plutôt interpellé par sa propre durabilité, donc sa propre vie. Ce qui fait qu'il y a un contexte à la fois facile et difficile. Facile parce que nous devons bâtir le développement économique de l'Afrique à un moment où les technologies en matière d'énergie, aussi bien qu'en matière de technologie, du moins ce système d'information, sont disponibles et il y a une élite africaine tout à fait qui maîtrise ces questions à fond. Mais la dynamique, aujourd'hui, elle n'est pas portée, comme c'est le cas en Europe, peut-être que je me trompe, par la société civile. Donc, c'est vraiment la société civile qui pousse le gouvernement à prendre des mesures qui sont de nature à garantir la durabilité, alors que chez nous, c'est les pouvoirs publics, dans leur capacité à prévoir le futur, qui sont les correspondants de cette dynamique-là. Donc, c'est un sujet très intéressant aujourd'hui et je suis heureux d'être dans ce panel-là parce que nous devons à la fois faire la transition digitale qui est assez facile à mettre en œuvre dans le contexte africain puisqu'il n'y a pas de très grosse construction. Donc, dérouler aujourd'hui une transition numérique en Afrique, ça me semble beaucoup plus simple en matière de conduite du changement que dans des économies un peu plus avancées où la conduite du changement peut être très radicale. Et intégrer directement, nativement, les questions d'économie durable est également une chose qui est une exigence parce que l'économie durable, c'est international. Les sociétés sont interdépendantes. Si c'est vert à droite et que c'est rouge à gauche, c'est orange partout. Donc, c'est très important que ces questions-là soient connectées.
mais les dynamiques ne sont pas les mêmes. Et donc, nous allons œuvrer pour pouvoir justement faire en sorte que cette conscience écologique ne soit pas un frein au développement économique, mais plutôt un accompagnateur du développement économique. Parce que c'est ça le grand enjeu également. Je pense que les autres pays comme la Chine ou l'Inde en Asie qui ont pris également un train de retard dans leur développement industriel ont fait le même passage. Au début, le développement durable ne pouvait pas être considéré comme un frein au développement économique. Et maintenant que ces pays commencent à atteindre un niveau de développement économique, cette question-là commence à avoir tout son intérêt. Donc, voilà un peu ce que je pouvais vous dire par rapport à cette question. Merci beaucoup, Yvan. On reviendra tout à l'heure sur ces sujets. Je voudrais, avant que l'on essaie de voir comment est-ce qu'on sensibilise aujourd'hui, on essaie de sensibiliser aujourd'hui l'ensemble des acteurs, des individus, des organisations, des entreprises aux problématiques de climatiques, énergétiques, numériques. Donc, comment est-ce qu'on peut finalement, puisqu'on a maintenant pris conscience, je pense que c'est un problème de tous, comment est-ce qu'on peut essayer de sensibiliser? Quels sont les outils qui permettent d'aller dans ce sens-là? Je vais donner donc la parole à Martin qui fait en particulier de l'enseignement autour des fresques, donc ces fameuses fresques qu'on voit se développer de plus en plus avec aujourd'hui la fresque du climat qui comprend déjà 12 000 abonnés sur son compte LinkedIn, plus de 100 000 personnes formées. Donc on voit qu'il y a une espèce de développement extrêmement puissant par le modèle, je pense, du développement de la fresque. Je voudrais, Martin, que vous nous expliquiez un peu ce que c'est que ces fresques, à quoi ça sert, pour qui elles ont été faites, et finalement, est-ce que ça sert pour tous, ou est-ce que c'est plutôt pour les jeunes, plutôt pour les employés de grandes entreprises d'énergie, plutôt que les enseignants, plutôt que peut-être les politiques? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que ces fresques, ce phénomène-là nouveau, qui est passionnant, mais qui a besoin d'explications pour qu'on comprenne bien les enjeux? Merci. Merci Christian. Je vais repartager mon écran pour vous donner un peu de visibilité sur le sujet. Alors, la fresque du climat… Passez votre écran en plein écran, ce sera plus lisible pour tous, excusez-moi. La fresque du climat, c'est à la fois un outil et une association en charge de le faire connaître, de le diffuser et puis de former des animateurs pour l'utiliser. La fresque du climat a été créée par Cédric Rindenbach, qui est un ingénieur spécialiste du changement climatique, qui enseigne dans les grandes écoles, Centrale, Sciences Po, HEC, puis qui est conférencier et consultant. Il a créé la fresque en 2015 sur la base des rapports du GIEC, initialement pour sensibiliser ses élèves. Et il a fondé ensuite l'association du même nom en 2018 pour en permettre le développement. Donc, c'est un atelier ludique, participatif et créatif basé sur l'intelligence collective. Ça permet à un groupe de 10 à 50 personnes d'avoir en 2 ou 3 heures une initiation sur le fonctionnement du climat et les conséquences de son dérèglement. Alors, la fresque, ça va être 42 cartes qui résument les rapports du GIEC, donc je rappelle le Groupement international d'études pour le climat. Le principe va être de retrouver les liens de cause à effet entre les différentes composantes du changement climatique. Ça va aller des activités humaines jusqu'aux impacts sur la biodiversité, en passant par la hausse de la température, la montée des eaux. Et c'est basé sur la collaboration au sein de l'équipe, car chacun connaît un bout du sujet, on échange nos connaissances et on arrive à constituer ensemble cette grande fresque. C'est très pédagogique, on apprend vraiment beaucoup en peu de temps, et puis c'est ludique parce que les participants s'amusent beaucoup, et heureusement, car c'est un sujet grave, il ne faudrait pas tomber dans la déprime. C'est créatif parce qu'on va demander aux équipes d'apporter une touche artistique pour s'approprier la fresque qu'elles ont créée. Avec les restrictions de circulation et de rassemblement, on a développé une version en ligne de ces ateliers qui a beaucoup de succès. Donc, on fait des ateliers à la fois en présentiel, autour d'une vraie table avec une dizaine de personnes ou plusieurs tables, et on fait la même chose en ligne autour de tables virtuelles dans lesquelles, même en ligne, les participants vont manipuler des cartes et les placer. Ça s'adresse à tout public, du novice au connaisseur. On va dire tout le monde a quelque chose à apprendre. Les ateliers se font, alors que ce soit en famille ou entre amis. Il y a même une version junior pour les enfants qui a été développée. Ça se fait en milieu associatif dans le cadre d'actions de sensibilisation. Ça se fait dans l'enseignement.
et ça se fait aussi en entreprise pour des opérations de type building, pour des séminaires d'équipe, de séminaires de comité de direction ou pour un déploiement massif. J'aborderai ça après. Martin, excusez-moi, est-ce qu'il serait possible de passer la diapo actuelle en plein écran, diaporama, à partir de la diapo actuelle pour qu'on puisse bénéficier de la ligne? Ah, je croyais y être. Ok. Voilà, ça serait sympa, merci. Voilà. Merci beaucoup. Là, vous voyez une fresque quand elle est finie d'être réalisée. Alors, c'est exprès pas en trop gros plan pour pas que vous, pour ceux qui l'ont pas fait, puissent la découvrir. Et donc, dans cette fresque, dans cette fresque, de quoi on va parler? Des activités humaines, de l'utilisation des énergies fossiles, des émissions de CO2, de l'effet de serre, du réchauffement climatique, de l'acidification des océans, des événements climatiques extrêmes et des conséquences ultimes pour la santé et l'organisation humaine. Je vais prendre juste un exemple d'une carte, la hausse de la température. On voit sur ce schéma, qui est vraiment un extrait des rapports du GIEC, une augmentation de 1 degré depuis le début de l'ère industrielle, et puis plusieurs scénarios, notamment celui en bleu, le scénario 2 degrés, qui correspond aux accords de Paris, et le scénario en rouge, 5 degrés, qui correspond au scénario business as usual. On continue avec une croissance perpétuelle d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, juste pour information, 5 degrés, ça peut paraître pas beaucoup, puisque dans une même journée, on subit des variations de température qui peuvent aller de 20 degrés, mais 5 degrés, c'est ce qui nous sépare de la dernière ère glaciaire, il y a 20 000 ans. La température sur la moyenne de la Terre était 5 degrés en dessous. Autre carte, submersion, c'est une des conséquences à la fois de l'augmentation du niveau de l'eau, mais pas que. C'est aussi lié à l'augmentation de l'intensité des cyclones et des perturbations, qui amènent plus de vent, donc plus de vagues et des basses pressions. Et puis, scientifiquement, chaque hectopascal en moins, c'est 1 cm d'eau en plus. L'eau est aspirée par les basses pressions. L'objectif de l'association, c'est de sensibiliser 1 million de personnes d'ici 2 ou 3 ans. Depuis 1 an et demi, on a eu un développement exponentiel et on a maintenant plus de 100 000 personnes sensibilisées à ce jour. On doit être à 104 ou 105 000 à ce matin. Alors, sensibiliser avec des animateurs bénévoles en milieu associatif, familial ou dans l'enseignement, et avec des animateurs professionnels pour les déployer dans des entreprises. On a plusieurs types d'opérations, notamment la rentrée climat, où on essaye de sensibiliser les promotions d'étudiants des grandes écoles et des universités. En 2019, on a sensibilisé 10 000 étudiants. En 2020, on a sensibilisé dans une première partie 50 000 étudiants qui sont engagés et on espère cette année pouvoir atteindre les 100 000. On développe aussi des activités de mandat climat. C'est de la sensibilisation des équipes politiques municipales. On l'a fait avant les élections municipales pour que les équipes aient conscience des enjeux climatiques. Et maintenant que les équipes municipales sont constituées, on retourne à la charge auprès des politiques pour sensibiliser ces équipes. En milieu pro, il y a des sensibilisations qui se font soit par des consultants comme moi extérieurs, soit aussi par des animateurs à l'intérieur des entreprises. Et il y a des entreprises qui ont pris des engagements de sensibiliser 100% de leurs salariés. EDF a décidé de sensibiliser ses 165 000 salariés. Suez a décidé de sensibiliser ses 90 000 salariés. Donc moi, pour ma part, je suis animateur et formateur d'animateurs. J'organise des ateliers en milieu associatif et aussi en entreprise, notamment dans le cadre de séminaires de rentrée ou d'aide au déploiement sur certaines entreprises. Voilà pour la fresque du climat. Il y a des fresques alternatives qui ont été créées sur le même principe pour faire un focus sur un secteur d'activité ou pour aborder les autres conséquences
des activités humaines. Il y a notamment la fresque du numérique dont on va parler, la fresque de la biodiversité, la fresque océane, et puis 2 fresques auxquelles j'ai participé à l'élaboration, qui sont la fresque de la construction, qui est mon domaine de prédilection, et la fresque de la mobilité. Sur la fresque du numérique, si je mets les slides dans le bon sens, c'est donc une petite sœur de la fresque du climat. Elle a été créée il y a moins d'1 an par 2 animateurs de la fresque du climat spécialisés dans le numérique, Yvain Mouneux et Aurélien Deragne, pour faire un zoom sur la partie numérique et ses impacts environnementaux. Ils sont partis du constat que le numérique, c'est considéré comme cool, c'est considéré comme green, mais que c'est loin d'être sans impact et qu'il faut étudier le rapport coût-bénéfice. Même chose, le numérique est considéré comme virtuel, dématérialisé, mais le numérique n'est pas dans les nuages, il déplace simplement la matérialité parce que le numérique, c'est des terminaux. Alors, quand on dit des terminaux, c'est des ordinateurs, des smartphones, des objets connectés, des périphériques, mais aussi des data centers, des infrastructures qu'il a fallu construire et qui produiront des déchets. Et c'est de l'énergie pour faire fonctionner ces terminaux, data centers et infrastructures avec des centres de production d'énergie et des réseaux électriques qu'il a fallu construire et qu'il faut faire fonctionner. Autre point sur la fresque du numérique, c'est une partie proposition de solutions pour un numérique durable et de manière à engager la discussion avec les participants. La fresque du numérique, elle est basée sur 3 rapports principalement. Le rapport pour une sobriété numérique fait par le Shift Project, par Maxime, le rapport empreinte environnementale du numérique mondial de Green IT et le rapport de la face cachée du numérique de l'ADEME. Le principe de la fresque du numérique est le même que pour la fresque du climat. On va demander aux participants de construire une fresque en reliant les cartes par des liens d'implication. Ce n'est pas forcément des liens de cause à conséquence, mais c'est des liens d'implication. Et dans cette fresque, de quoi on va parler? On va parler du pourquoi du numérique. On le voit sur la gauche. Communiquer, organiser, partager, calculer, mais aussi jouer et se divertir. Du quoi, Internet et le trafic. Du avec quoi, les terminaux dont on a parlé, télé, ordinateur, smartphone, console et autres, les data centers et des infrastructures. Du comment ça marche, les ressources utilisées, l'extraction minière des matériaux nécessaires, l'énergie utilisée, les gaz à effet de serre produits, les déchets et toutes les conséquences, changement climatique, impact sur la biodiversité, sur la santé humaine. Un autre point concerne l'obsolescence et la course en avant avec la 5G, l'IA, les objets connectés, les voitures autonomes. Pour prendre juste quelques exemples, la carte consommation énergie fossile, on y voit que la fabrication est responsable d'un peu moins de la moitié des émissions, et là-dedans 90% c'est les terminaux, et l'utilisation est responsable de l'autre partie, et c'est encore à peu près une petite moitié de l'utilisation qui concerne les terminaux. Autre exemple de carte sur l'exportation illégale et des décharges sauvages. D'après une étude de l'ONU, au moins 60% des déchets électroniques sont gérés sur des circuits légaux. Ils sont souvent retraités dans des conditions humaines et environnementales désastreuses pour en extraire quelques éléments de valeur avant d'emmener le reste toxique dans des décharges sauvages. Voilà un peu des exemples de cartes de la fresque du numérique. Le public est le même, tout public, même chose en milieu associatif, enseignement, entreprise. Et puis en plus, le fait est que tout le monde se sent concerné par le numérique car tout le monde l'utilise. Comme l'association est beaucoup plus récente, on le voit sur le compteur, on avance beaucoup plus doucement. On en est à 1000 personnes qui sont sensibilisées. Alors sur la sensibilisation, ces outils ne sont pas les seuls. Hein. Il y a aussi des conférences, des vidéos, des MOOC, mais ces fresques, elles ont un avantage immense. Elles utilisent l'apprentissage expérientiel et la collaboration au sein de l'équipe. On s'amuse à faire vivre cette expérience.
Alors, comment on mesure ces impacts, l'impact des fresques? Principalement par son succès. La demande est forte et le succès se fait de bouche à oreille. On voit qu'il y a une vraie prise de conscience et un intérêt à mieux comprendre. Donc voilà, je vous incite à participer à des ateliers de fresques du numérique et de fresques du climat pour mieux en comprendre les enjeux, ce qui donne un panorama global, ce qui permet après de voir que quel est l'ordre de grandeur des actions et qu'est-ce que ça va permettre d'impacter. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je rebondis en fait sur la 7e carte de la fresque du numérique que l'on a vue, et c'est une question vers Maxime. En fait, si on reprend le rapport du Shift Project en fait à sa page 15, qui traite en fait du même camembert qu'on a vu sur l'usage qui est fait des terminaux aujourd'hui et le pourcentage finalement de cet usage et de la production de ces terminaux au regard des problématiques de consommation d'énergie finale du numérique, on s'aperçoit que c'est très compliqué d'avoir un discours sur la sobriété numérique alors que l'on fait tout aujourd'hui pour continuer à développer les terminaux, à faire en sorte que chacun en ait un dans sa poche. Et donc, comment est-ce qu'on peut avoir un discours conciliant entre finalement cette prise de conscience et cette folie du numérique et la sobriété numérique? Est-ce que, Maxime, vous pouvez nous éclairer sur ce que c'est que finalement cette sobriété numérique et comment est-ce qu'on peut l'entendre, nous, consommateurs? Faut-il qu'on consomme autrement? Faut-il que finalement on puisse se projeter autrement dans le numérique? Comment concilier l'idée les deux? Je dirais qu'il faut commencer en fait par reprendre le problème du bon côté. Ibrahima l'a très bien dit tout à l'heure. En fait, la transition numérique aujourd'hui, elle est motivée par une croissance économique. Et alors que les problématiques de durabilité, et moi je vais utiliser le mot résilience, celui qu'on utilise, mais c'est exactement la même idée, hein, c'est rendre quelque chose de viable dans le temps. Ces deux problématiques, en fait, elles s'interconnectent, elles s'interpénètrent. C'est juste que soit on prend un bout de la problématique ou l'autre, et en fait on ne comprend pas comment ça va se rejoindre. Mais au final, ça se rejoint. Un développement économique qui n'est viable que sur 10 ans, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'aucun pays sur Terre dirait « je fais une politique économique qui va être viable pendant 10 ans, puis après ça foire ». C'est pas vrai. Donc en fait, le problème aujourd'hui, c'est que si on repart de la physique des choses, donc de la matérialité de notre monde, hein, quelque chose qui n'est pas contournable, rappelons-le, même si nos modèles économiques ont tendance à être basés sur un certain nombre d'hypothèses qui font comme si ça pouvait être contournable de manière complètement fortuite, sans doute, hein, mais la matérialité du monde n'est pas contournable, et la crise sanitaire, un des effets, un des parallèles qui est intéressant, c'est que ça nous a rappelé à la matérialité des choses. Voilà, on s'est souvenu qu'en fait, avant les nombres d'euros, avant les investissements, c'était des nombres de lits, des camions qui roulent, des gens qui sont capables de faire marcher les choses. Donc la matérialité du monde, c'est un truc, si on commence par là, on est sûr de ne pas se tromper. Et si on repart de la matérialité du monde, d'un point de vue de notre économie, elle a des intrants, donc elle a besoin de matière. Pour extraire ces matières, il faut de l'énergie, ou des gens. Il faut de l'énergie, il faut de la matière première pour produire ces choses, puis pour les utiliser. Si on enlève l'énergie, on ne le fait pas. À chaque fois qu'on utilise de l'énergie, il y a du carbone émis dans l'atmosphère. Ouais, ça n'existe pas, l'énergie complètement propre, c'est pas vrai. Il faut forcément produire quelque chose à un moment, donc on émet du carbone. Ce que nous dit le GIEC, c'est que ce carbone qui s'accumule dans l'atmosphère, on a un budget que si on dépasse, si on le dépasse, va nous emmener vers un monde trop réchauffé. Pourquoi trop réchauffé? Et encore une fois, je retombe sur ce qu'Ibrahima disait tout à l'heure, et ce qui est décrit dans la fresque du climat. Trop réchauffé, c'est par rapport à nos standards, hein, c'est-à-dire que la planète s'intéresse très peu à cette question, hein, c'est un système physique, il peut chauffer beaucoup plus que ça. Le problème, c'est que dans un monde à plus de 2 degrés, nos systèmes aujourd'hui, tels qu'ils sont conçus, ils ne sont pas conçus pour ce monde, parce qu'on n'était pas dedans quand ils ont été conçus, donc c'est vraiment très très logique. Donc si on a bien ces contraintes en tête, c'est-à-dire qu'on a besoin d'énergie, avec des énergies fossiles qui sont à budget limité, qu'on a un budget carbone qu'on ne peut pas s'autoriser à dépasser si on veut rendre notre économie pérenne, résiliente, alors la question se pose autrement. On comprend qu'en fait, il n'y a pas vraiment opposition entre développement économique et
résilience. Parce qu'en fait, un développement économique qui n'est pas résilient, ce n'est pas un développement économique, c'est un feu d'artifice. Donc, si on veut vraiment développer quoi que ce soit, alors il faut réfléchir à long terme, alors il faut réfléchir à la résilience et donc repartir des contraintes. Et donc considérer que nos contraintes, et notamment la contrainte climatique, ce n'est pas quelque chose de négociable. Hein. On ne vote pas le changement des lois physiques par référendum, bon, ou par lobbying, ça n'existe pas. Donc, une fois qu'on a cette contrainte en tête, et c'est comme ça que je réponds vraiment à votre question, une fois qu'on a cette contrainte en tête, alors on se dit, et c'est ça la sobriété numérique, c'est comme ça que j'aime bien la définir, on se dit comment on fait pour continuer de faire évoluer notre société, évoluer, terme à définir, dans le cadre de ces contraintes. Et du coup, la sobriété numérique, j'aime bien la raconter en disant que c'est une question, un objectif et un changement de paradigme. La question, c'est celle-ci, c'est comment est-ce qu'on fait pour que notre transition numérique, et on l'a vu, la transition numérique, les outils numériques, c'est quelque chose qui est utile à la société. On est en train de faire cette conférence. Les rapports dont je vous parle, on les a fait avec des outils numériques. C'est un outil de traitement de l'information qui est utile, qui a des apports véritables. Comment on fait pour continuer de développer ces outils, mais en étant compatible avec les contraintes qui sont physiques et donc non négociables? En sachant que donc si ce n'est pas compatible avec ces contraintes, les contraintes vont s'appliquer, elles ne vont pas nous demander notre avis. Donc on va mettre en danger les apports de ces outils. L'objectif, du coup, de la sobriété numérique, c'est d'assurer les apports essentiels de la transition numérique. C'est pas de dire « Ah, le numérique, c'est mal ». Non, pas du tout. C'est de dire le numérique, c'est un outil dont on a besoin. Si là, tout le numérique s'éteignait, bon, ce serait pas fou, quoi. La semaine à venir serait un peu compliqué à gérer. Donc, le numérique, il a complètement interpénétré nos usages, notre société, c'est un fait. On ne peut pas le retirer là, maintenant, tout de suite, dans les 5 ans qui viennent. Or, 5 à 10 ans, c'est la fenêtre de tir qu'on a pour changer notre société. Donc, comment on fait pour identifier les usages essentiels, les apports essentiels de cet outil et les préserver au vu des contraintes qu'on connaît et qui sont physiques. Et donc, le changement de paradigme que ça propose, il est en fait assez simple. Hein. C'est passer d'un paradigme où on fait tout ce qui nous passe par la tête, juste parce qu'on le peut, à faire quelque chose parce que c'est utile. Et donc là, on comprend que le débat, il est sur l'utilité des choses, sur leur caractère essentiel. En fait, on a besoin de prioriser. La transformation numérique aujourd'hui, elle a été faite, et c'est une bonne nouvelle, hein, on a plein de créativité, et puis on fait ce qui nous passe par la tête, donc on a fait la poêle connectée et le préservatif connecté. C'est drôle. Et je suis pour, hein, moi je suis devenu ingénieur, puis cette technologie, ça me fait marrer et rêver. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on a des contraintes qui mettent en danger nos systèmes. Donc la question est légitime. C'est les mêmes ressources pour avancer sur le numérique de pointe qui est mobilisable dans des outils de santé ou de développement sociaux ou culturels, que celui qui est utilisé pour le préservatif connecté. C'est les mêmes terres rares, c'est les mêmes matériaux, c'est les mêmes technologies et c'est la même matière grise. Donc, puisqu'on est à ressources limitées, alors la question devient légitime et non contradictoire. Hein. Elle devient légitime de dire comment on priorise, qu'est-ce qu'on assure et comment on fait pour rentrer dans les contraintes. Et du coup, c'est comme ça qu'il faut la poser la question. C'est comprendre que toutes les projections de développement qu'on a construites aujourd'hui et qu'on peut continuer de construire à raison, on a besoin de les mettre dans le cadre de ces contraintes. C'est-à-dire que les contraintes, elles ont toujours été là, mais on n'avait pas besoin de les voir parce qu'elles n'étaient pas trop prégnantes. Donc plus on avance, plus les contraintes deviennent prégnantes. Elles ont toujours été là, elles ne sont pas apparues. C'est juste qu'elles deviennent plus prégnantes et donc de moins en moins évitables. Donc les prendre en compte maintenant, c'est nous autoriser à avoir davantage le choix sur les usages qu'on va vouloir préserver. Et donc je pense que c'est cet état d'esprit qui nous permet en fait ensuite de construire quelque chose de cohérent. Merci beaucoup, merci. Alors, j'entends bien tout ce qui est dit et c'est vraiment un enjeu fondamental. Et je comprends de mieux en mieux d'ailleurs pourquoi on lutte contre ce développement à tout prix. Mais il y a quand même des questions qui se posent aujourd'hui. On a parlé de la 5G, ça a fait un buzz sur les médias récemment. La 5G, finalement, je crois que c'est une technologie qui va être extrêmement énergivore. Ça va aller à l'encontre, finalement, des principes que Quentin nous a expliqués et qu'il va développer. Et donc, je me tourne vers Quentin. Comment est-ce qu'on peut imaginer, finalement, de faire de la 5G, qui finalement est une obsolescence programmée en tant que telle, puisque finalement, qu'est-ce que ça veut dire la 5G? Ça veut dire qu'il faut changer tous les terminaux, ça veut dire qu'on ne peut pas aller dans une économie circulaire, puisqu'en fait, on ne pourra plus recycler les terminaux, puisqu'ils ne seront plus capables de communiquer. Alors,
c'est pas tout à fait vrai, mais Quentin, quel est votre sentiment sur cette problématique finalement de capacité à faire de la technologie, à maîtriser l'obsolescence programmée, alors que finalement, les évolutions technologiques changent sans arrêt, qu'elles sont imprévisibles, ou alors si on pouvait les prévoir, il fallait les gérer. Quel est votre sentiment sur ce point-là? Merci de cette question. La 5G, c'est effectivement un enjeu central dans la durabilité. Je me souviens d'une audition qui avait eu lieu à l'Assemblée nationale. Sébastien Soriano, président de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, donc en gros l'autorité publique chargée de mettre en place la 5G en France. Quand un député de l'opposition lui posait la question « Pour vous, à quoi ça va servir la 5G ?» il bottait en touche. Il ne savait pas. Et il répondait, en fait, c'est même pas à moi de répondre à cette question. Il répondait tout simplement, c'est une technologie qu'on délivre maintenant, parce qu'on est capable de la produire, parce qu'on sait qu'elle va avoir des impacts économiques assez grands, mais nous, en tant que tel, on ne sait pas à quoi elle va servir la 5G. On ne sait pas encore, d'ailleurs, bien que le déploiement ait commencé. Et alors même qu'on ignore toutes les conséquences environnementales de la 5G, on sait aujourd'hui que ça va être très, très énergivore. On ignore aussi les impacts sanitaires de cette technologie qui est complètement nouvelle, qui n'obéit pas du tout à la technologie 4G. Je pense que vous êtes tous autour de cette table experts pour dire que oui, effectivement, la technologie 5G en fait, n'est pas compatible avec les terminaux d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas adapter un smartphone en tant que tel, on ne peut pas adapter une antenne 4G aujourd'hui pour la rendre 5G. Il faut en fabriquer une toute nouvelle parce que c'est une technologie à haute fréquence d'onde, une technologie qui s'appelle MIMO, mais peu importe les détails ici, qui utilise une toute autre technologie. Ça signifie, vous l'avez bien dit, de changer tous les terminaux. Or, aujourd'hui, il se vend 20 millions d'unités de smartphones par an en France, que ces smartphones ont un impact d'environ 40 kg de CO2 à la fabrique, en tout et pour tout, que 80% de ces émissions carbone sont émises à la fabrication. Effectivement, on est légitimement en droit de se poser la question, qu'est-ce que va vraiment changer la 5G? Et Green IT, dans un de ses rapports, le mentionne aussi bien. Il dit, en fait, aujourd'hui, 98% de l'utilisation d'Internet n'a pas besoin de la 5G pour fonctionner. Et est-ce que ces 2% restants sont vraiment nécessaires au développement technologique, sociétal? On ne sait pas. C'est ça, en vrai, c'est une question politique. Alors, il y a eu un moratoire qui a été demandé par la Convention citoyenne pour le climat, qui a été refusé par le président de la République. Il y a également une proposition de moratoire qui a été déposée par Delphine Batho, députée, ancienne ministre de l'Environnement, qui a été également refusée par le gouvernement et à l'Assemblée nationale. Donc oui, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va proposer. Donc nous, à l'échelle de la France et de l'Union, on peut effectivement imposer des normes de durabilité qui dans le temps, vont pouvoir peut-être avoir un petit effet sur la 5G. Mais en fait, cette question dépasse le simple cadre juridique, c'est une vraie question sociétale. C'est une vraie question de savoir, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui on veut faire de ces technologies? C'est une question autant individuelle, à l'heure où les foyers disposent d'environ 99 objets électroniques par foyer, qu'on est de plus en plus dépendant aux technologies software, hardware. C'est vraiment une question individuelle comme politique, qui dépasse en vérité le simple cadre juridique, qui soit au niveau national, européen. Ce moratoire, justement, avait pour but de se poser ces questions. Ce moratoire a été squeezé au niveau politique. Le déploiement a commencé. On est déjà en train de commencer à débattre des négociations sur la 6G au niveau de l'Union. Voilà, donc c'est là où on est aujourd'hui, en fait, sur la 5G. C'est là où on est aujourd'hui. Voilà, on est légitimement, du coup, en droit de se poser des questions dont vous avez très bien fait le constat au niveau de la pollution numérique, aussi bien Maxime pour le shift que Martin au niveau de la fresque numérique, et Ibrahima aussi sur ce qui se passe au niveau de l'Afrique. C'est un peu ça, en fait. Donc oui, je sais que j'ai un discours assez alarmant, mais aujourd'hui, nous, chez Hop, on a des solutions qui sont au niveau justement de cette sensibilisation sur l'usage que l'on fait de ces produits, sur la réflexion même de ce qu'on fait sur ces produits. On a développé une plateforme qui s'appelle produitsdurables.fr, qui a pour but justement de guider le consommateur à la fois à la fabrication du produit, c'est-à-dire quels seront les produits qui seront les plus durables, les plus réparables à l'achat, comme
comme le guider au niveau de la réparation. Quels sont les réparateurs les plus proches de chez moi? Est-ce que ces réparateurs sont fiables? Si je veux réparer moi-même, comment je peux apprendre à réparer un objet moi-même? Et donc ça, c'est au niveau sensibilisation. Au niveau plaidoyer, on a écrit justement le livre blanc dont vous parliez tout à l'heure, qu'on a remis à la ministre de l'époque, Brune Poirson, dont certaines mesures sont passées dans la loi économie circulaire. Parmi elles, l'indice de réparabilité, dont je pense qu'on va reparler, qui a pour but justement de pouvoir offrir aux consommateurs un indice clair et net sur le fait de savoir si à l'achat, son produit sera réparable ou non. Cet indice de réparabilité va être mué en indice de durabilité d'ici 2024. Donc c'est pareil, c'est un outil très fort qui va pouvoir remettre le consommateur dans un état de responsabilité en réalité. Parce qu'aujourd'hui, voilà, si le but, c'est aujourd'hui aussi de mettre le citoyen, en fait, de rendre la consommation citoyenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pouvoir permettre aux consommateurs d'avoir tous les outils pour consommer responsable, pour pouvoir améliorer la durabilité et pouvoir permettre une transition numérique qui soit également une transition énergétique. Merci beaucoup, Quentin, c'est passionnant et j'ai envie de vous poser des milliers de questions. Alors, je vais me retenir, mais ça va venir. Il y en a d'autres qui vont venir. Mais avant, je voudrais quand même avoir le sentiment d'Ibrahima parce qu'en fait, on voit bien que le continent africain, c'est un marché en plein développement, extrêmement courtisé par la Chine et puis tous les fabricants et les opérateurs téléphoniques. On voit bien qu'il y a une explosion des usages des smartphones aussi sur le continent africain. C'est le début parce qu'il y avait encore beaucoup de téléphones et qui maintenant sont dans un usage puisque la bande passante augmente de plus en plus important. Alors, en fait, quelle est vraiment la situation réelle et les enjeux prochains sur le continent africain au Sénégal et comment un message comme finalement la sobriété numérique peut passer aujourd'hui sur cette soif d'utilisation de ces technologies, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas reprocher au territoire africain de ne pas avoir cette soif. Nous, on en a abusé et on voit bien les conséquences. Comment est-ce qu'on peut comprendre sur le territoire africain comment avoir la bonne approche? Merci. Alors, il faut d'abord revoir dans quel contexte l'Afrique se trouve dans la décennie que nous entamons, la décennie, disons, 2020-2030. L'Afrique se trouve dans une situation où il y a une très forte effervescence dans la mise en œuvre d'infrastructures pour la mobilité. Donc, il y a eu un grand retard sur ces investissements-là. L'Afrique se trouve dans une situation où, avec la croissance démographique, il y a des investissements très importants dans les infrastructures d'éducation et les infrastructures sanitaires. Et donc, l'Afrique se trouve également dans le défi aujourd'hui, à travers la croissance économique qui, avant la crise, tournait autour de 6%, avec des pays qui allaient à 2 chiffres du moins. Comment avoir une économie qui génère de la croissance et des emplois? Ça, je crois que c'est un enjeu de tous les pays. Aujourd'hui, la limite de la démocratie, c'est quelque part cela. S'il y a une démocratie qui tient, c'est parce qu'il y a la capacité de gérer des économies qui génèrent des emplois. Et donc, la limite écologique est une limite aujourd'hui qui s'inscrit dans la durabilité. C'est très pertinent. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai entendu par les différents interlocuteurs, soit Martin, Quentin ou Maxime. Mais voyez-vous, cette durabilité-là n'est pas forcément la finalité. C'est un chemin aujourd'hui. Parce que la finalité, quelque part, c'est de générer, que les économies génèrent de la croissance et des emplois. Parce que c'est le prix de la démocratie. Si jamais il y a une économie qui ne génère pas d'emplois, qui en détruit, que ce soit dans un pays européen ou dans un pays africain, la démocratie s'en trouverait menacée. Et donc, l'Afrique a un champ un peu plus large pour pouvoir concilier développement économique, développement des infrastructures et en même temps garantir la génération des emplois et considérer l'écologie. Ça, c'est quelque part une réalité, mais il faut que cela soit une appropriation africaine. Donc, sur ces questions écologiques, nous avons souvent été des parties impliquées, mais nous avons souvent également épousé des réalités qui n'étaient pas forcément les nôtres. Hein, je prends l'exemple sur le plastique, etc. Il y a plusieurs points qui se posent, mais vous savez que dans l'économie de la survie dans la plupart des cités africaines, malheureusement, le plastique est un élément qui contribue à la survie, au-delà du fait que ce soit un élément tout à fait détestable pour l'environnement et l'écologie. Donc, cette prise de conscience, je pense que ça donne à l'Afrique une position privilégiée, pour autant que ces élites puissent se positionner justement dans ce carrefour, développement, croissance, emploi, durabilité. Parce que si la durabilité, elle tue l'économie, ça ne marche pas. Et j'ai bien entendu ce qu'a développé Maxime, Quentin, il ne s'agit pas de tuer l'économie.
Il ne s'agit pas de contraindre l'économie, il s'agit de garantir la durabilité parce que rien n'a de sens si ce n'est durable. Mais en même temps, quand vous avez une fenêtre de tir en Afrique avec une croissance démographique soutenue par une croissance économique, donc la croissance démographique de l'Afrique dont on parle, il ne faut pas qu'on oublie qu'elle est soutenue également par une croissance économique. Maintenant, la croissance économique, elle est extravertie et quelque part, c'est ça qui fait que le retour sur investissement de cette croissance économique n'est pas toujours au rendez-vous comme cela doit être. Mais ça, c'est le combat de la société civile africaine et des élites africaines de faire en sorte que la croissance économique générée par l'Afrique puisse se traduire également par des emplois en Afrique, de sorte à ce que, justement, même ces questions d'immigration et tout, soient inscrites définitivement au passé. Donc, il y a un problème africain à gérer aujourd'hui, c'est à consolider des économies qui considèrent la durabilité comme étant un élément déterminant, mais qui génèrent une croissance qui permette de créer des emplois locaux et de fixer les populations. Alors donc, la question d'obsolescence programmée m'intéresse beaucoup parce que l'Afrique, c'est souvent illustré par cette durée de vie incroyable. Hein. J'ai vu il y a une semaine dans les rues de Dakar une Renault 12 qui circulait. Alors, ça doit faire 40 ou 50 ans que ce n'est pas sorti des usines de Renault, mais cette voiture, je l'ai vue et ce n'était pas entre les mains d'un collectionneur. C'était une voiture qui avait la fonction de rouler et de transporter. Donc, voyez-vous que l'Afrique est quelque part championne dans la durée de vie très longue de la plupart des outils. Maintenant, c'est vrai que des fois, c'est négatif parce que ces outils-là, dans le passé, n'avaient pas de vocation écologique et donc pourraient être très, très nocifs pour l'environnement. Mais je pense que la question d'obsolescence programmée, ça c'est une question fondamentale parce que l'industrie, on s'en rend compte avec des téléphones. Moi, je ne fais jamais plus que répondre à un appel, envoyer un message et raccrocher le téléphone, mais j'achète de la technologie dont je n'ai pas besoin. Et je renouvelle cet achat-là systématiquement parce que je suis dans une société de consommation qui ne me fait pas réfléchir sur le sens réel, l'utilité réelle et le poids de ce que je suis en train d'utiliser comme technologie. Donc, je pense que ces démarches qui ont été évoquées tantôt ont toute leur importance. Maintenant, toutes les sociétés n'ont pas la même maturité économique, n'ont pas la même maturité culturelle. Et donc, gérer cela en ensemble, c'est le gros défi. Et je pense que la parenthèse Covid, qui a été une crise qui est intervenue au même moment dans tous les pays du monde avec la même intensité, avec le même défi. Et d'ailleurs, on va voir avec les vaccins qui arrivent, jusqu'où le monde est-il cohérent dans le fait qu'un péril ne sera jamais isolé ou cloisonné dans des frontières. Et ça nous montre qu'on a également une capacité de réaction rapide et de concertation, et surtout qu'on peut mettre tout cela dans un sens commun. Donc, je pense que pour tous les acteurs qui travaillent sur la durabilité, l'épisode COVID va être un fantastique laboratoire pour savoir lorsque la durabilité, parce que COVID, on peut l'associer à la durabilité, si le COVID ne quitte pas le monde et qu'il devient exponentiel, ça remet en jeu la durabilité même de l'humanité. Et comment, face à ce genre de défi, on a réagi, ça nous permet de savoir si réellement on est capable aujourd'hui sur des enjeux internationaux, sur des enjeux interdépendants, parce que lorsqu'on parle de transition écologique, peut-être que la transition numérique peut être localisée, mais la transition écologique, elle est totalement interdépendante. Comment est-ce qu'on peut construire un idéal commun avec des sacrifices d'une part, mais on sacrifie des choses moins importantes pour garantir des choses plus essentielles, notamment liées à la durabilité. Donc, voilà un peu ma perspective. Mais je peux vous dire que l'Afrique, dans la décennie qui arrive, ce sera une décennie très intensive qui risque de positionner l'Afrique à la fin de cette décennie comme, comme la Chine l'est aujourd'hui. Parce que je vois qu'avec les capacités humaines que nous avons, les ressources humaines que nous avons, le développement qui est engagé, les ressources dont nous disposons, l'Afrique peut réellement, au cours de la prochaine décennie, totalement inverser sa réalité à la fois économique, écologique et pour tout le reste. Voilà un peu ma conviction. C'est un pari. Bon, on verra bien ce qui se réalisera et ce qui ne se réalisera pas. Merci beaucoup, Emma. Merci beaucoup pour toute cette clairvoyance, tous ces messages vraiment très instructifs et d'autant plus que cet après-midi, nous pourrons poursuivre sur l'économie bleue du professeur Gunther Pauli qui nous rappellera aussi les initiatives en Afrique sur le LiFi, par exemple, qui est une véritable technologie disruptive par rapport à la 5G. On reparlera de tout ça un peu plus tard. On va prendre un peu plus de temps que prévu. On devait finir à 11h45, mais comme on a eu un petit peu de
démarrage retardé du fait de quelques incidents de son. On va poursuivre un peu notre débat et je voulais revenir vers Quentin parce qu'en fait, on a compris qu'il y avait des moyens par les normes, par les marquages, par les labels, de sensibiliser la population. Vous avez parlé tout à l'heure de l'indice de réparabilité et ce discours-là, en fait, on l'entend. Il n'est pas forcément très visible aujourd'hui, donc la question c'est quels sont les objectifs d'augmentation de la visibilité qui permettront au consommateur, puisque c'est lui qui fait le choix finalement de consommer utilement. Et puis en particulier, quand on prend des exemples, je prends quelques exemples qui sont flagrants, je ne vais pas citer de marque, mais vous avez des fournisseurs de microprocesseurs qui changent leur format de socket toutes les 2 secondes, non pas pour des problèmes technologiques ou techniques, mais bien souvent pour des problèmes de consommation et de changement de carte mère. Vous avez des fournisseurs d'imprimantes qui mettent en place des mécanismes logiciels qui permettent de faire changer les cartouches d'encre, qui sont des véritables pollutions beaucoup plus souvent. Donc on voit bien qu'il y a tous ces problèmes-là. Quels sont les outils, les normes, les marquages, les labels qui pourraient nous permettre d'améliorer notre façon de consommer ? Ah oui, du coup, je reprends sur l'indice de réparabilité, puisque finalement, c'est le principal outil là, qui va apparaître, en tout cas institutionnalisé et légal, c'est-à-dire obligatoire. Donc à partir du 1er janvier 2021, sera mis en place pour tous les nouveaux produits, donc les produits mis sur le marché à partir de 2021, un indice de réparabilité basé sur plusieurs critères. Ce sera une note sur 10 que vous verrez normalement sur l'emballage du produit ou par tout autre moyen. En tout cas, sur ce produit. Et justement, cet indice, il est très important parce qu'ensuite, il deviendra un indice de durabilité. Et pour la première fois, on va avoir toute une série de données qu'on pourra agréger pour évaluer la réparabilité et la durabilité des produits. Donc, pour le consommateur, ça va se traduire, voilà, donc une note sur 10, 5 critères, la durée de disponibilité des pièces détachées, la disponibilité ou non des instructions techniques pour réparer le produit, il me semble qu'il y a aussi le rapport de prix entre les pièces et le produit même, parce que ça ne sert à rien d'avoir une carte mère qui coûte le prix de l'appareil. Les gens vont en racheter un neuf plutôt que de tenter de réparer l'appareil dont ils disposent mais qui est en panne. Et ensuite, des critères spécifiques relatifs au produit qui sera mis en marché. Donc ça va concerner principalement évidemment le gros électroménager. Et cet indice, il a vocation ensuite à être étendu à l'ensemble des produits qui pourront être réparés. Pourquoi c'est important cet indice? Parce qu'il va nous permettre justement d'agréger des données. C'est-à-dire qu'il va non seulement permettre aux consommateurs d'être informés, mais en plus derrière de pouvoir dire si une entreprise ou non est responsable. Et derrière, du coup, de pouvoir pointer du doigt les mauvais élèves et pouvoir promouvoir les bons. On a également un fonds réparation qui va être mis en place. Ce fonds réparation, en fait, on veut que ça devienne une véritable sécurité sociale des produits et qui va permettre justement, basé sur l'indice de réparabilité, c'est-à-dire qu'en fait, les entreprises vont financer ce fonds à travers le mécanisme de l'éco-contribution, dont je vous passe les détails, mais qui vont permettre en fait de contribuer et d'adapter cette contribution à leur indice de réparabilité. Par exemple, si une entreprise a un indice de réparabilité très bas, elle va contribuer plus fortement, etc., etc. Ça va alimenter un fonds, et ce fonds va permettre de financer une partie des réparations des produits électroniques. Et en fait, donc voilà, vous voyez que là, du coup, il va y avoir un véritable espèce de tiers payant de la réparabilité qu'on veut généraliser et qui va du coup permettre plus de réparation. Qui dit plus de réparation dit plus de durabilité, parce que plus de durée de vie des produits. Et quand on sait que 80% de l'impact carbone est émis à la fabrication des produits, on voit tout l'intérêt de faire durer nos produits plus longtemps. Nous, chez Hop, on a développé également, à travers le site dont je vous parlais tout à l'heure, le produitdurable.fr, un véritable guide des produits électroniques basé à la fois sur des notes d'experts, donc des experts indépendants, on en a parlé, ADEME, Green IT, ou alors de l'autre côté, des avis des consommateurs directement. Ensuite, on agrège une note qui permet d'évaluer si les produits ou non vendus par une entreprise sont durables ou pas. Pareil, donc du coup, en fait, on va s'alimenter de l'indice de réparabilité également pour alimenter cette plateforme et créer un véritable outil central au service justement de la durabilité des produits et au service du consommateur. Ce qu'on peut faire également, finalement, c'est au-delà de l'imposition des nouveaux labels, c'est imposer justement des nouveaux critères aux entreprises. Et notamment, je pense à l'obsolescence logicielle, dont la loi anti-gaspillage, justement, qui a été le grand véhicule législatif,
à passer complètement la main. Heureusement, on a de la chance, c'est qu'on a l'Union européenne qui prend le relais, avec la nouvelle Commission européenne qui a mis en place, qui a un programme de pacte vert, de Green Deal, sur les prochaines années de la mandature de la Commission, et qui va justement pointer du doigt, justement, c'est l'éco-design, l'éco-conception. Et donc, du coup, mettre en place tout un tas de mesures sur l'éco-conception. Et on veut que cette éco-conception, elle soit également logicielle. Donc, elle s'occupe également du software, parce que l'obsolescence logicielle est une des 3 grandes obsolescences programmées, avec l'obsolescence technique et l'obsolescence esthétique, c'est-à-dire l'obsolescence de la publicité. C'est celle qui vous pousse, comme le disait Ibrahima, à acheter un produit alors que vous n'en avez pas besoin, à acheter un nouveau smartphone alors que le vôtre a tout juste 1 an et qui fonctionne encore. Et quand on sait que seulement 15% des smartphones à la fin sont recyclés, on voit tout l'intérêt, encore une fois, de faire durer ces produits. Parce que les filières de recyclage ne sont pas totalement au point sur l'électronique. Mais bon, c'est un autre sujet. Je reviens à ce que je disais sur le logiciel. Du coup, nous, on voudrait que soit mise en place notamment des dissociations de mise à jour, qu'on puisse avoir notamment dissociation de mise à jour entre les mises à jour correctives et évolutives. C'est-à-dire que vous ayez le choix de faire évoluer votre smartphone ou pas vers des mises à jour supplémentaires. Donc, en fait, qu'on puisse distinguer si la mise à jour est une mise à jour de sécurité qui va vraiment permettre au logiciel de durer plus longtemps, ou si c'est simplement une surcouche logicielle qui va prendre de la donnée futilement sur votre appareil. Notamment aussi d'imposer une espèce de durabilité logicielle, c'est-à-dire que votre système d'exploitation puisse être garanti pendant peut-être au moins 10 ans pour vous permettre justement de se passer notamment des GAFAM qui exercent un monopole là-dessus. On a eu le sommet de la durabilité il y a 3 jours, qui est d'ailleurs disponible en replay sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, que vous pouvez resuivre sur altobsolescence.org, où on avait une intervention de Fairphone qui montrait justement que ce monopole des GAFAM, de Qualcomm d'un côté et de Android de l'autre, qui permettait justement d'abaisser la durée de vie des produits pour permettre de vendre plus de produits. Et Fairphone, donc du coup fabricant de téléphones dits durables, avait tenté de trouver des solutions alternatives, notamment pour des systèmes d'exploitation en libre service. Et c'est aussi ce qu'on veut porter. On veut également que soit mise en place et soit rendue obligatoire une durabilité des systèmes d'exploitation et que soit aussi développée l'innovation en matière de systèmes d'exploitation pour qu'ils durent plus longtemps. Donc voilà, il y a eu tout un panel d'outils qu'on essaie de mettre en place. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le site altobsolescence.org et à adhérer à Hop pour être tenu évidemment informé de tout ce qu'on fait. Voilà, j'espère avoir pas été trop long. Merci. Merci beaucoup, Quentin. Non, en fait c'est passionnant et c'est vrai que l'obsolescence logicielle est un véritable fléau et on en est bien conscient. Je pense que on pourrait demander à Martin, en fait, quels sont les moyens que l'on pourrait mettre en place pour intégrer l'éco-conception logicielle. En particulier, le projet de loi du Sénat a mis un de ses axes en avant sur peut-être la formation et la capacité à délivrer des attestations. Est-ce qu'aujourd'hui, Martin, il n'y a pas aussi une ambiguïté entre les outils qui permettent de faire du développement, qui sont de plus en plus gourmands et qui laissent aux programmeurs de moins en moins d'initiatives de gérer convenablement sa mémoire, etc. Est-ce qu'il n'y a pas donc une ambiguïté entre les outils qui sont de plus en plus énergivores, là pour le coup, mais aussi les problématiques de sécurité, parce que ne pas mettre à jour, c'est aussi gérer des problèmes de sécurité. Quels sont les moyens d'enseignement? Est-ce que la fresque du numérique pourrait tirer vers cela pour prioriser les problèmes de sécurité et peut-être mieux tester les produits pour qu'il y ait moins de problèmes de sécurité? Comment on pourrait faire évoluer l'enseignement ou la sensibilisation? Je pense que même si les outils sont de plus en plus gourmands, il y a d'énormes marges de progression sur l'éco-conception. Et effectivement, la proposition de loi qui passe au Sénat aborde ces 2 points de la sensibilisation par de l'enseignement à la sobriété numérique dans les écoles et puis de l'acquisition de compétences sur l'éco-conception obligatoire pour les ingénieurs en informatique. On est là avec des outils de plus en plus gourmands et du coup, il y a nécessité de modifier la norme sociale pour que l'utilisation et que la mise en place de ces outils soit faite de manière sobre. Et cette modification de normes sociales, elle se fait par la sensibilisation. Alors, la fresque du numérique et la fresque du climat, mais la fresque du numérique,
fait un panorama dans son ensemble. Elle aborde effectivement les problématiques d'obsolescence, obsolescence matérielle, logicielle, et aussi pour beaucoup des obsolescences psychologiques. On renouvelle le matériel alors qu'il continue à fonctionner. On le renouvelle parce qu'on a envie d'avoir du plus beau, plus grand, plus fort. Donc, c'est du psychologique. Donc, il faut arriver à modifier les normes sociales là-dessus. Et je pense que les dispositions qui sont mises dans la loi sont des premières étapes. Il faut sensibiliser. Par l'enseignement à l'école, c'est comme ça qu'on va modifier. C'est un des axes pour modifier la norme. Et puis, en rendant obligatoire l'acquisition de compétences sur l'éco-conception, il y a des marges de progression face à ces outils gourmands. Si on enseigne l'éco-conception, si les ingénieurs informatiques sont à la fois sensibilisés et ont les compétences, ils feront des outils moins gourmands, c'est ma conviction. Merci beaucoup, Martin. Alors, une question complémentaire, et il restera deux ou trois questions. On prend un peu de temps parce qu'on a quand même perdu du temps au départ. Maxime, j'ai été assez amusé de faire la contradiction entre notre JTN qui est retransmise en live, en vidéo sur YouTube, et donc qui consomme de l'énergie forcément, et avec des moyens assez extraordinaires qui nous sont mis à disposition par les GAFAM, mais aussi votre rapport que vous avez publié qui est intitulé « Climat, l'insoutenable usage de la vidéo en ligne ». Est-ce que vous pourriez nous expliquer les conclusions de ce rapport et puis formuler des recommandations? Est-ce qu'il faut qu'on arrête nos JTN en live? J'espère pas. Oui, alors notre rapport, l'insoutenable usage de la vidéo en ligne, ce qu'on a voulu investiguer déjà, parce qu'on ne voulait rien montrer du tout, la question c'était quelle est la place, comment se construisent les usages numériques en fait. C'est-à-dire que notre premier rapport en 2018, la question c'était quelle est la place de la transition numérique dans la transition énergie-carbone. C'est quoi? Est-ce que c'est vraiment qu'un atout? Est-ce que ça se construit avec? Voilà. La réponse la question, parce qu'en fait, on n'arrive jamais avec des réponses, on arrive avec des questions. C'est bon signe, c'est qu'on est moins faux qu'avant. La question qui est sortie de ce premier rapport, c'est mais en fait, comment on fait, ce qu'on disait tout à l'heure, pour rendre cette transition compatible avec les contraintes physiques, et donc compatible avec la transition énergie-carbone. En continuant du coup de creuser le sujet, après la publication de ce premier rapport, on a compris qu'il y a un endroit en fait où les débats se cristallisaient, c'était les usages. C'est-à-dire qu'on peut avoir une discussion complètement tranquille maintenant sur les impacts, sur oui, il faut faire en sorte que les transitions se construisent ensemble, et au moment où on dit d'accord, mais quel usage est-ce qu'on fait exister, quel usage on développe ou non, là ça cristallise quelque chose. Ça cristallise tout un tas de biais cognitifs qu'on a et qu'on a retransmis à nos organes collectifs, dont celui de l'aversion à la perte. Donc quand on a un truc, on ne veut pas qu'on nous le retire. C'est le principe de fonctionnement des échantillons de parfum. Personne n'a besoin de ces échantillons de parfum. Une fois qu'on vous l'a donné, ça vous embête beaucoup si on vous le retire, ce qui n'a aucun sens. Et bon, c'est notre cerveau reptilien. Bon, ce type de biais, en fait, il fonctionne, il se retransmet en fait dans la construction de nos usages numériques, y compris. Nos usages numériques aujourd'hui, donc en ligne, 80% du trafic de données en ligne, c'est de la vidéo. Alors, y compris vidéosurveillance, etc., mais c'est de la vidéo. Donc, 60% de tout notre trafic, c'est des vidéos qui vont se répartir sur les plateformes de diffusion, du type Netflix, Amazon Prime, etc., sur YouTube, sur les plateformes pornographiques, sur les réseaux sociaux, enfin voilà, donc c'est toute la vidéo à la demande, on peut dire. Et donc, en fait, ce qu'on a voulu comprendre, c'est comment cet usage il pouvait nous aider à comprendre comment les usages numériques se construisent. Un, parce que ça représente quand même un petit bout de la bande passante, et deux, parce que tout le monde sait ce que c'est que de la vidéo. Et donc, c'est une très bonne manière de réussir à construire les conclusions de ce rapport, qui sont que nos usages numériques se construisent à deux niveaux, au niveau individuel et au niveau collectif. Donc, la discussion de savoir s'il faut faire quelque chose à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective n'a pas lieu d'être. La discussion, elle est sur comment on fait pour que ces deux engrenages s'enclenchent et aillent dans la même direction. Voilà. Si vous enclenchez deux engrenages qui n'ont pas les mêmes dents, ça ne marche pas. Et s'ils ont les mêmes dents, mais qui ne tournent pas dans le même sens, ça ne marche pas non plus. Donc la question, c'est comment on fait pour qu'ils aient les mêmes dents et qu'ils tournent dans le bon sens. En gros, à l'échelle individuelle, ce qui est important sur les usages numériques, c'est déjà d'identifier les leviers qui sont quantitativement importants, comme allonger la durée de vie de ces terminaux. Ça, c'est un effet direct, c'est-à-dire que si je garde mon terminal plus longtemps, et du coup, on a construit moins de terminaux pour moi, donc il y a moins de trous qui ont été creusés.
Donc, l'impact, il est direct. Sur donc, des leviers qui sont quantitativement importants, des leviers individuels qui sont importants qualitativement. C'est-à-dire que quand on parle de baisser la résolution des vidéos, quand on parle de regarder moins de vidéos, d'essayer d'écouter du son plutôt que de la vidéo si en fait on n'a pas besoin de l'image, ce type de recommandation, quantitativement, il ne va pas changer la face du monde parce qu'en fait la consommation directe due à cette action n'est pas très grande. Par contre, elle va permettre à titre individuel de comprendre quels sont les usages essentiels. Et on retombe sur la question de tout à l'heure, hein, sur la sobriété numérique. Quels sont les usages essentiels? Quand est-ce que j'ai besoin de la vidéo, en fait? Donc, j'ai essayé de le faire. Bon, bah, typiquement, je me rends compte qu'une résolution de plus de 720p ne m'est jamais, littéralement jamais utile sur mon smartphone. Et 720, c'est que sur certains contenus. Donc, en fait, si un jour on me dit, bon, bah voilà, on a réfléchi, on a sous-dimensionné les réseaux, maintenant, c'est pas plus de 480p, je sais que j'ai pas besoin de sortir dans la rue. C'est pas grave pour moi. Et en fait, une fois qu'on a compris ces usages à titre, donc, de manière différente, hein, là je viens de donner mon expérience personnelle, ça dépend des contenus qu'on regarde, de ses yeux, de la taille de son écran, de ce qu'on a besoin de faire avec ces outils. Une fois qu'on a compris ces usages essentiels à titre individuel, là on peut construire un débat collectif. Et un débat collectif, c'est sur quelle raison on déploie, comment, pourquoi. Et je vais en profiter pour rebondir sur ce que Quentin disait tout à l'heure, parce qu'en fait c'est très juste, ce qu'il a dit sur la 5G. Et en fait, la 5G aujourd'hui, c'est l'exemple typique du manque de courage politique de poser la question du comment. C'est-à-dire que la technologie, aujourd'hui, on ne pose pas la question du comment. C'est la première fois qu'un choix technologique a été vu comme un choix de société. C'est une bonne nouvelle. C'est qu'on comprend qu'en fait, le comment de la technologie est intéressant parce qu'il donne des trajectoires à notre société. Déployer une certaine technologie, c'est pas anodin. En fait, c'est pas vrai. C'est pas juste de la 4K sur mon smartphone. C'est une direction, un choix sociétal. Ça va entraîner des déploiements d'infrastructures, ça va entraîner des nouvelles interactions entre secteur public et privé, hein, parce que les communes, elles vont devoir déployer certains outils qui vont devoir être entretenus. Ça va, on le dit, la 5G va révolutionner l'industrie. Oui, mais en fait, ça va révolutionner certains emplois, certains usages, des productions, certains rythmes de production, des productions et consommation de terminaux. Il va y avoir des problématiques de maintenance. Ça va nous rendre dépendants de certains nouveaux flux de matière. Donc, la question est sociétale. Et ce qu'il a manqué là, c'est le courage de poser la question politique du comment. On a artificiellement polarisé ce débat en pour ou contre la technologie, ce qui ne veut rien dire, hein, parce qu'on n'a même pas défini ce que c'était que technologie. Bon, est-ce que c'est que les trucs qui ont un écran ou est-ce qu'une fourchette, c'est de la technologie? Voilà, c'est un débat philosophique. Donc en fait, la question, elle n'est pas pour ou contre la technologie, elle est sur le comment. Et en fait, cette question du comment, recentrer la question sur le comment on déploie, qu'est-ce qu'on déploie, où ça, pour quels usages exactement, plutôt que de dire oh, on fait un grand plan parce que c'est cool. Ça, c'est le rôle, et en fait, je m'adresse aux personnes qui sont là aujourd'hui, parce que c'est le rôle des personnes qui aiment la technologie, des personnes qui y croient, justement, qui pensent qu'elle a des apports, que de réfléchir au comment. C'est-à-dire que les gens qui se fichent un peu de la technologie, ils n'ont pas besoin de réfléchir au comment, ça va les intéresser très peu. Les personnes qui ont quelque chose, qui pensent que la technologie peut apporter quelque chose, alors c'est leur rôle de poser la question du comment on la déploie, pour quels sont ses apports essentiels, parce que c'est ça qui nous intéresse quand on aime la technologie, c'est les apports essentiels, c'est pas des gadgets, c'est pourquoi on le fait, et comment on le fait pour qu'elle soit pérenne et qu'elle puisse s'intégrer, qu'elle puisse être compatible avec les contraintes. Et du coup j'ai un peu dévié de la question de base, mais c'est cette question du comment en fait qui est importante à cristalliser à l'échelle collective, à l'échelle individuelle. Et donc pour répondre à est-ce qu'il faut arrêter les JTN en ligne, la réponse c'est pas un non prescriptif en fait. C'est que si on commence à dire on fait ça parce qu'on en a besoin et qu'on identifie bien le besoin, ensuite on n'a plus qu'à prendre les contraintes et dire ok, est-ce que je peux le faire? Oui, non. Et c'est ce qu'on fait. Hein. Si je vous donne 10 €, en fait, vous allez vous dire est-ce que j'ai besoin de ça? Puis vous allez regarder si ça coûte plus ou moins de 10 €. Et si vous pouvez le faire, vous le faites. Bon, voilà, c'est exactement cette logique-là qu'il faut avoir. Merci beaucoup, Maxime. Vraiment, c'est passionnant. J'ai encore des centaines de questions à vous poser, à Ibrahima aussi. Mais malheureusement, le temps glisse dangereusement vers l'heure du déjeuner et il faut que l'on garde
notre public en haleine puisqu'il nous a posé des questions. Je vais donner la parole à Redouane, notre modérateur, pour récolter quelques questions qui ont été posées et vous les transmettre. Bien entendu, il sera ensuite l'heure du déjeuner et on se retrouvera un petit peu plus tard pour poursuivre nos débats très intéressants. Félicitations en tout cas pour la qualité de votre expertise qui vraiment est passionnante. Redouane, je ne sais pas si tu peux nous poser quelques questions. Merci Redouane. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. En tout cas, merci à tous les intervenants pour la richesse des échanges. Merci aux messages de soutien des internautes qui ont suivi le petit problème technique. 5 questions ressortent après le débat. Alors, je ne sais pas si on pourra toutes les poser, mais je commence par la première, puisque il y a 2 questions en fait dans cette même question. Qui vient de CIO Mag TV. Et la question, c'est est-ce que la sobriété numérique n'est pas plus adaptée à une société de consommation plutôt que pour le continent africain, qui lui subit de grandes disparités en termes de connectivité énergétique et numérique? Je disais que ça faisait écho à une autre question qui doit être mise en parallèle avec une proposition qui a été faite par le Sénat, enfin un rapport qui a été rendu par le Sénat et dans lequel on parlait par exemple de taxer la quantité de data qui serait consommée. Donc en fait, ça serait un nivellement, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens pourraient payer ces gigas et ces gigas de données, et puis ceux qui n'ont pas les moyens, grosso modo, on les restreindrait dans leur utilisation. Voilà pour cette première question. Oui, pardon, merci. Donc, je pense que Ibrahima, si tu peux nous éclairer, s'il te plaît, sur la réponse, et puis on posera aux uns et aux autres qui souhaiteront intervenir aussi cette question. Oui, rapidement. Déjà, la sobriété numérique, pour moi, ce n'est pas une notion qui est articulée par rapport à des pays ou à des régions géographiques. C'est articulé par rapport à un niveau de conscience. Donc, c'est plutôt… ça relèvera plutôt de, je ne veux pas utiliser le mot classe sociale, hein, mais des personnes selon leur maturité et leur pouvoir d'achat d'ailleurs, parce que parler de maturité, parler du moins aujourd'hui de sobriété, c'est aussi lié quelque part au pouvoir d'achat, parce que sans pouvoir d'achat, on est forcément sobre, si je peux plus m'exprimer ainsi. Je pense qu'en effet, le défi de l'Afrique aujourd'hui, c'est un défi de combler un retard, même si je n'aime pas le mot retard, mais disons, c'est de combler des possibilités aujourd'hui pour améliorer la qualité de vie des Africains. Et aujourd'hui, face à cette priorité-là, tout ce qui est aligné et qui touche au durable et qui touche à l'écologie et qui touche à d'autres secteurs peut être embarqué dans la même trajectoire. Et la difficulté, c'est tout ce qui doit contraindre cet effort en fait d'amélioration des conditions de vie. Et là, ça se posera réellement en dilemme. Donc, en effet, je pense que la sobriété est une notion ouverte pour les Africains. Maintenant, tout dépend de la dynamique, parce que ce n'est pas une question géographique, encore une fois. Ce n'est pas l'Africain. Dans l'Afrique, il y a plusieurs Afriques. Il y a une Afrique qui est la même que celle qu'on trouve à New York, à Paris, à Tokyo. Il y a une autre Afrique qui est totalement dans la pauvreté et dans le dénuement. Et donc, nous, c'est dans ce rapport-là que nous devons trouver la meilleure voie pour être dans les sujets d'aujourd'hui. Et je termine parce que peut-être je n'aurai pas l'occasion de reprendre la parole par rapport à ce que disait Maxime et que j'écoutais avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il est jeune. Donc, pour moi, il traduit quelque chose d'assez essentiel lorsqu'il parle de ce projet de société. La première prise de conscience que nous devons avoir, c'est que notre rôle aujourd'hui, c'est ce qui projettera la société de demain. En 1995, si nous avions le même niveau de maturité, nous tenions ce même débat sur la maturité, sur l'obsolescence et sur en même temps les questions liées à la… excusez-moi, le mot m'échappe, mais j'y reviens. Si nous nous interrogions sur l'Internet comme nous sommes en train de nous interroger sur la 5G, il y a 25 ans, il n'y aurait pas eu d'Internet. S'il n'y avait pas eu d'Internet, que serions-nous aujourd'hui? Donc, c'est des questions qu'on doit se poser parce qu'on pose des actes aujourd'hui, mais réellement, leur impact, c'est pour des générations qui vont suivre. Et cette prise de conscience et de responsabilité, elle est essentielle. C'est pour ça que j'aime bien le travail qui est fait par Martin, par Quentin, par Maxime, parce qu'il y a une sorte de projection. Mais pensons aux gens qui seront là demain et ce qu'ils auront et qu'ils n'auront pas, parce que nous aurons fait ou pris des décisions où nous ne les aurions pas prises. Excusez-moi d'avoir été bavard, mais
c'est un sujet très intéressant. Merci. Merci beaucoup, Ibrahima. Maxime, je te laisse réagir si tu veux avant de redonner la parole à Redouane pour la question suivante. Merci en tout cas, Ibrahima. Ouais, je vais réagir. Oui, je réorganise mes idées. Je suis très d'accord avec Ibrahima quand il dit en fait, si on n'a pas de pouvoir d'achat, on est sobre. C'est-à-dire que la sobriété, si on la conçoit simplement en termes de -2, bah, évidemment, si on n'a pas +2, bah, il n'y a pas de question. Et en fait, la sobriété, c'est une question de surplus. C'est bien ça, hein. Être sobre, c'est pas être sous, quoi. Donc l'idée, c'est de quantifier le surplus. Et en fait, la question de la sobriété, on va dire d'un point de vue numérique, pour rester vraiment sur le sujet, je pense qu'elle se pose sur la question des usages essentiels. Et il y a peut-être, je vais dire, c'est une question, parce que c'est une question que je me pose, mais il y a peut-être un avantage dans les zones géographiques qui sont partout dans le monde, hein, parce qu'on a des zones très très blanches et pas du tout couvertes en plein milieu de la France. Donc les zones géographiques où il n'y a pas d'infrastructures qui sont encore déployées, d'infrastructures lourdes pour permettre tout un tas d'usages très consommateurs de données, consommateurs d'infrastructures, de terminaux et d'énergie, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à quels sont les usages dont on a besoin dans cette zone géographique? Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on arrive à une consommation numérique telle qu'il y a des gens qui ont besoin de faire des stages de déconnexion dans les endroits où on est très connecté. Un stage de déconnexion, c'est qu'il y a un effet de seuil sur l'usage lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de considération éthique, il n'y a pas de considération environnementale, il n'y a rien. C'est juste de dire, en fait, j'en ai trop. Donc, c'est être ivre. Et donc, la sobriété, elle se conçoit en termes de surplus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de dire comment on fait pour enlever ce surplus dans les endroits où il est, et comment on fait pour faire en sorte que le surplus n'apparaisse pas dans les endroits où il n'est pas encore. Voilà. C'est juste ça la sobriété, et du coup la question se pose de manière assez objective suivant les différents contextes. C'est-à-dire qu'on repart du besoin et on dit là on a besoin de tel besoin, on ne rajoute pas ça parce qu'on n'en a pas besoin. Merci beaucoup Maxime pour ces paroles très très lumineuses. Redouane. Alors, je vais essayer en tout cas de regrouper deux questions. La première qui vient de Cyrus Zolgadri, j'espère que je le prononce bien. Je pense il réagissait aux propos de Quentin concernant la loi qui oblige à mettre l'indice de réparabilité. Sa question, c'est existe-t-elle dans d'autres pays européens et surtout aux US? Et là, je pense que c'est en continuité avec une deuxième question. Qui est la suivante, c'est est-on en droit de penser que les autorités politiques sont conscientes du problème, mais que personne ne souhaite en fin de compte mettre en place une politique disruptive? Les révolutions technologiques existent, mais les révolutions politiques et économiques sont nettement moins fréquentes. Alors, on va peut-être permettre aux uns aux autres de réagir. Peut-être Quentin pour la partie justement de la première partie de la question, et puis tous pour la seconde partie. J'espère de ne pas dire de bêtises si je vous dis que non, ça n'existe pas ailleurs dans l'Union européenne encore. C'est une démarche assez innovante qu'a mis en place la France sur une idée de Hop et de l'ADEME qui est l'idée de mettre en place justement cet indice. Mais c'est d'ailleurs assez éclairant de savoir qu'on est les premiers à le faire. C'est parce que justement cette question de la durabilité, elle est émergente et ce sont des problématiques finalement un peu nouvelles et des informations que le consommateur ne souhaitait pas bénéficier auparavant. Et le fait qu'aujourd'hui, il ait besoin de les avoir signifie bien qu'il y a aussi une démarche nouvelle qui est faite pour le citoyen d'avoir cette conscience environnementale ou sinon cette conscience de devoir, de sobriété à travers son acte d'achat, à travers son acte de consommation. Et donc, rapidement sur la deuxième question, en fait, est-ce que les autorités politiques sont courageuses ou pas finalement? C'est un peu ça la question. Tout dépend du contexte dans lequel on évolue au niveau de la France. Il y a eu sincèrement, là je le dis à titre personnel, mais aussi on a été très satisfait finalement, bien qu'il y ait des améliorations à faire, sur la loi anti-gaspillage. C'était assez inédit et on était très contents finalement, mais globalement on a fait très positif de cette loi. En revanche, on attend beaucoup du niveau de l'Union européenne qui maîtrise beaucoup plus le droit de la consommation et qui pourra justement imposer à tous les États membres et donc du coup avoir un impact significatif sur l'ensemble de l'Union européenne et donc du coup potentiellement 500 millions de consommateurs, ce qui n'est pas franchement rien.
Et merci beaucoup, Quentin. Est-ce que quelqu'un veut réagir aussi sur la première ou la seconde partie? Sinon, on va… Juste, je précise que la deuxième question venait de Cédric Mouzin. Je ne sais pas si je l'ai précisé, c'est important. Merci. Merci beaucoup, Redouane. Alors, il est 12h14. Peut-être qu'il reste une question du public. Il y a encore 61 personnes qui sont là à vous écouter. Oui, donc, il y a encore deux autres questions. Alors, oui, excuse-moi, vas-y. Merci, Christian. Donc, deux autres questions. Pareil, je vais essayer de tenter un exercice. Je ne sais pas si je peux les fusionner, mais ça permettra d'avoir ces deux questions. Une de Safia Dziri et une autre de Pascal Rosé. Alors, je vais peut-être commencer par celle de Pascal, qui dit « Bonjour, la durabilité et la low-tech n'est pas mise en valeur auprès des PME ni dans le B2B. Quelles offres ou orientations sont possibles pour préserver leur croissance dans la durabilité ?» J'espère que la deuxième fait écho. Donc, Sophia qui ajoute « Ne croyez-vous pas que la consommation, donc remplacement rapide des matériels, ne provient pas également du développement exponentiel des usages, notamment par des nouvelles générations qui utilisent ces outils presque dès le berceau ?» Ça, c'est clair. Il ne s'agirait donc pas uniquement que de vouloir le tout dernier iPhone. Et ça, je pense que c'est par rapport à Ibrahima. Alors peut-être pour la première partie de la question de Pascal Rosé, est-ce qu'on a un volontaire pour essayer de répondre? Quentin, oui. Durabilité et low-tech, oui. Merci. Ouais, alors justement, nous, chez Hop, au-delà de juste frapper sur les mauvais élèves, comme on l'a fait sur Apple, qui a mené justement à une amende de 25 millions d'euros, ou de poursuivre en justice Epson pour les cartouches d'encre, on a mis en place le Club de la durabilité, donc qui est un club d'entreprise pionnier en la matière où on charge le changement de modèle. Parmi eux, on a des grands groupes, notamment les pneus Michelin, ou alors des plus petites startups de réparation, finalement, auxquelles personne ne croyait finalement il y a quelques années, telles que Murphy ou telles que Spareka, qui montrent justement que ce lien entre entreprises est en train de se faire. Et ce réseau, on tente d'essayer de le tisser en ce moment à une échelle nationale et voir au niveau de l'Union européenne, avec les rapports qu'on a avec Fairphone aux Pays-Bas notamment. C'est qu'on est en train d'essayer justement de mettre en place ce club, de mettre en place justement des bonnes pratiques. À ce titre, on a publié 2 rapports, en 2018 et en 2019, sur justement tous ces aspects de durabilité, de low-tech, et comment faire pour convaincre les entreprises, quels sont les obstacles aujourd'hui, qu'ils soient normatifs, qu'ils soient industriels, qu'ils soient économiques, et justement comment fédérer les acteurs économiques pour aller vers cette low-tech. Donc c'est un travail qui est en cours en réalité. Merci. Est-ce qu'il y a un volontaire pour répondre à la deuxième partie de la question? Ibrahima, peut-être? Oui, je pense que c'est à la fois sociologique ces questions-là, parce que quelque part, la nature de nos besoins et de nos exigences, elle n'évolue pas en fonction de la réalité de ce dont nous avons besoin. Et c'est ça qui fait que nous sommes dans un monde de plus en plus artificiel où des éléments deviennent de plus en plus essentiels, voire indispensables, alors qu'ils n'ont aucun caractère vital. Et c'est ça aujourd'hui l'industrie du numérique. Au-delà de ce qu'il faut pour faire fonctionner les organisations et du minimum qu'il faut pour être connecté et informé, on voit que c'est devenu exponentiel. La prise de photos, la prise de trucs, les applications, etc. Je ne veux pas citer de marque ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que pour les jeunes générations, peut-être pour nous, bon, on s'en tient encore aux essentiels, mais c'est vrai que pour les jeunes générations, ils sont déjà formatés. C'est fini pour eux. C'est-à-dire les futurs adultes, ils sont déjà dans le multimédia à outrance et une exposition incroyable, et c'est devenu un besoin quasi vital. Ils seraient tous dépressifs si vous coupiez l'Internet pendant une semaine. Ce n'est pas les anciens qui seraient dépressifs, c'est les jeunes qui le seraient. Alors, comment les désintoxiquer et comment faire en sorte que cette logique mercantile soit un peu moins à contre-courant justement des impératifs de durabilité? C'est un vrai chantier. Et comme le disait Maxime et en partie Quentin, c'est qu'est-ce que nous voulons demain, et c'est ça que nous devons construire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le consommateur, il est hors contrôle. Il est totalement manipulé à son corps défendant sans même le savoir. Et ces actes de consommation ne sont pas des actes rationnels. Ce sont des actes totalement irrationnels et dirigés par donc un consumérisme à outrance. Voilà ce que je pourrais dire
peut-être par rapport à cela. Merci beaucoup, merci Ibrahima, merci à tous. Il va falloir qu'on conclue puisque notre jauge descend à 57 et que j'entends des gargouillis de ventre des uns et des autres. Merci beaucoup pour avoir répondu favorablement à notre invitation parce que vous êtes vraiment des experts de vos sujets et vous êtes tellement experts qu'on a encore envie de rester avec vous et de vous poser encore plein d'autres questions. Malheureusement, le temps ne va pas nous le permettre. Merci beaucoup à Redouane, que je n'ai pas présenté, qui est secrétaire de l'association professionnelle eFutura et qui est également directeur commercial de l'entreprise Syncom. Merci Ibrahima, merci Maxime, merci Martin, merci Quentin. Nous allons mettre fin à notre débat avec beaucoup de regrets parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à passer du vouvoiement au tutoiement parfois, qui montre bien la proximité de ce débat et à très bientôt.